Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans ce 22e épisode du podcast Ose ta différence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du regard des autres. J'ai fait quelques séances de coaching ces derniers temps où il était beaucoup question de s'inquiéter du poids du regard des autres, en fait. Soit pour m'encourager, soit comme un frein, en fait, pour m'empêcher d'oser. Par peur de ce regard, en fait, de ce qu'allait penser l'autre, de ce qu'il allait dire, et si je me plantais, et si je faisais pas comme il faut, et si qui venait chercher en fait le jugement. Et en fait, c'est intéressant les autres. Ça me vient me chercher aussi moi sur le fait que les gens on parle des autres comme un regard important qui nous motive à nous lancer ou au contraire qui peuvent nous décourager, parfois même nous décourager à jamais. J'entends parfois en coaching des personnes qui s'interdisent de faire quelque chose parce que un jour quelqu'un a dit que c'était pas bien ce qu'ils avaient fait, qu'ils n'avaient pas aimé et ça les a fermés à jamais. Donc ça peut être le pire si nous laissons faire ça. Mais c'est oublier aussi que les gens que nous attirons ne sont jamais qu'un miroir de nous-mêmes. Ils nous révèlent une partie de nous, parfois restée dans l'ombre. Donc ce regard, finalement, est-ce que le regard de l'autre ne serait pas intéressant par instant? Moi, je sais que j'ai longtemps été attachée à ce qu'on allait penser de moi, si je disais telle ou telle phrase, si je disais vraiment ce que je pensais. Donc, nombre de fois, je n'ai pas exprimé mes vraies opinions, mes ressentis, par peur du jugement en face. Et derrière ça, c'était par peur d'être rejetée, en fait, de ne plus être aimée, d'être exit d'un groupe d'appartenance. J'ai attendu aussi des validations pour lancer des projets. Donc j'ai procrastiné parce que j'avais peur d'aller proposer l'idée, pensant qu'elle n'allait pas être bonne. Et si on me disait que c'était pas ça, que c'était pas bon, ça allait remettre en cause non seulement ce que j'avais produit, mais qui j'étais. Combien de fois j'ai demandé aussi des avis avant de me lancer dans une activité? Incroyable, non? En disant, mais après avoir eu l'élan de l'éventuel plaisir que je conscientisais que j'allais ressentir, j'avais besoin d'un aval pour y aller, pour être sûr que ce soit vraiment pour moi. Et vous, ça vous est arrivé ça aussi? Est-ce que ça vous parle? Comment ça vous résonne? Par rapport à ça, j'ai lu un article psycho qui disait « Il serait bien illusoire de croire que nous pouvons nous détacher totalement de ce que les autres pensent de nous. Nous vivons perpétuellement sous le regard des autres. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent en général et ce qu'ils pensent de nous en particulier. La seule chose que nous pouvons faire est de nous en détacher le plus possible. Ce processus est difficile tant nous avons été conditionnés à puiser notre valeur à travers le regard de l'autre, à commencer par celui de nos parents. » Et ça me fait écho et résonance à cet épisode 19 dans lequel je vous parlais des drivers, vous savez, ces injonctions, notamment parentales, que l'on a entendues ou présupposées enfant, entre le soi parfait, quand on rentre de l'école et que la note n'a pas été assez bonne,
qu'on s'est toqué d'un 17, mais que finalement les parents attendaient un 19 et qui viennent mettre un curseur sur la perfection, ou le fait plaisir euh, qui vient nous dire mais enfin, sois gentil avec la dame. Ces drivers qui nous rendent la tâche difficile de se détacher de ce que l'autre va penser en fait, et qui nous génèrent une peur d'aller au bout des actions dans la crainte que l'autre ne m'aime plus si je me montre comme je suis, ou la peur de prendre la parole, de peur de ne pas intéresser, et j'en passe, et vous en avez sûrement beaucoup à partager là-dessus. Et en même temps, une demande de feedback sur une prestation réalisée, un avis sur un projet, ça peut nous aider. Moi, il y a eu des moments où cette fameuse validation de l'autre m'a donné des ailes pour réaliser mon projet. Aujourd'hui, je travaille en équipe. Je suis très heureuse quand je partage une idée et que je vois que mon coéquipier est super à fond avec moi, et quand je vois ses yeux briller en face pour me dire mais oui, voilà, et qu'on est dans la même dynamique, ça m'aide quand même sur mon idée. La différence peut-être avec hier, pour avoir un peu travaillé dessus depuis, c'est que même si je n'avais pas rencontré cette lueur dans les yeux en face, j'aurais quand même lancé mon projet. Et c'est peut-être là où se situe la réponse, en fait, d'arriver à prendre de la distance avec ce que va penser l'autre. En tout cas, de le prendre comme une indication, mais pas comme quelque chose qui est fondamental, en fait, dans la décision que je vais prendre. Donc, c'est l'idée aussi de se libérer du jugement des autres. C'est ça, en fait. Là-dessus, je voulais vous proposer un exercice inspiré de l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, c'est une théorie psychologique, une méthode en fait psychothérapique fondée par le psychiatre américain Eric Berne dans les années 60, qui classe en fait, qui présuppose que chaque personne possède 3 facettes qui façonnent sa personnalité. Enfant, parent, adulte, avec des sous-catégories d'enfants spontanés ou très adaptés, de parents normatifs ou beaucoup plus libres. Et l'adulte, c'est celui qui équilibre justement, qui est en distance, un peu plus en distance par rapport à l'enfant et aux parents qui sont plus dans des attitudes spontanées, quand l'adulte a plus de discernement. Et en fait, en fonction, dans les interactions que j'ai avec les autres, je me mets dans un de ces états. J'ai une place, parfois l'enfant, parfois le parent, parfois l'adulte. Donc c'est très intéressant, je vous invite si ça vous intéresse, à aller regarder ça d'un peu plus près. Je ferai certainement un épisode là-dessus pour aller un petit peu plus loin. Et donc, cet exercice, je vous propose d'aller regarder où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à cette dépendance à l'autre. De penser aux personnes qui vous entourent, qui sont importantes dans votre vie personnelle ou professionnelle, et de situer chaque personne, de voir un petit peu les interactions que vous avez avec chacune de ces personnes. Et de vous poser la question, en fait, de l'analyse transactionnelle, on peut tirer ce qu'on appelle les positions de vie dans les interactions, et selon comment je me sens et comment se sent l'autre, ça détermine un rapport qui est favorisant ou qui est plus ou moins dépendant, et donc qui va m'empêcher d'être en fait. Alors, première position, c'est la position où vous êtes en dépendance et en dévalorisation complète en fait. Vous ne vous sentez pas bien aligné avec vous-même, et vous pensez que l'autre est meilleur que vous. Ça, c'est quand par exemple, on se compare à l'autre en pensant qu'il est mieux. Voilà, moi, j'ai fait ça au début quand je me suis lancée dans le coaching, où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Les autres coachs sont bien meilleurs que moi. Moi, je ne sais pas ce que j'ai à apporter. Dans cette position-là, je suis en dévalorisation. Donc, je dépends complètement
de la perception que j'ai des autres. Donc c'est la position moins plus dans les positions de vie. Deuxième position, on est en moins moins, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas mieux soi-même, mais on pense que l'autre n'est pas mieux que nous en fait. Donc on arrive sur un personne n'est bien en fait. Et donc c'est pas tellement mieux parce que du coup rien ne va, ça amène à des comportements de déprime. Et en tout cas on est dans la fuite. La fuite et la soumission complète, on se laisse embarquer par les choses, par les événements, les situations. Et là, même si l'autre n'est pas mieux que moi, c'est pas aidant non plus. Son regard n'est pas aidant dans la façon dont je vais gérer la situation. Ensuite, on a deux autres positions dans lesquelles nous, on est bien. On peut avoir une bonne idée de soi-même, être très aligné à un moment. Et deux solutions. Soit vous êtes en approche, en perception de l'autre comme vous trouvez que lui, par contre, c'est pas quelqu'un de bien, en fait. Vous êtes en jugement, en fait, par rapport aux autres. Donc, ça va donner un côté, vous êtes en plus et l'autre est en moins. Il y a une notion de je me sens supérieur, je suis un peu dominant. Et ça peut être perçu dans les interactions comme une forme d'agressivité, parce qu'on peut se sentir un peu suffisant avec un ego un peu dimensionné. Et voire même l'autre peut se sentir un peu manipulé, parce que comme vous allez être hyper confiant, vous allez vous sentir, vous allez être dans des comportements pour ramener l'autre là où vous avez envie qu'il y soit, et l'autre va peut prendre ça pour de la manipulation. La différence entre la manipulation et l'influence, c'est la manipulation, c'est par un comportement, comme par exemple ne pas donner toutes les infos, être pas tout à fait juste et pas tout à fait transparent, vous amenez l'autre à prendre une décision qu'il n'aurait jamais prise s'il avait eu tous les éléments. Voilà. À son insu, en fait. C'est ça, la manipulation. Donc dans ce cas-là, on se sent bien, mais comme on a un regard sur l'autre qui n'est pas bienveillant, qui n'est pas positif, et bien finalement, le regard de l'autre influe aussi et vous amène sur des chemins où vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas vous non plus. Et j'en arrive à la dernière, qui est celle qui est la plus équilibrée, c'est la plus-plus, c'est-à-dire c'est quand vous êtes aligné, vous considérez que l'autre aussi, c'est quelqu'un de bien aussi. Vous avez une perception de l'autre comme votre égal, comme quelqu'un de différent, mais qui a de la valeur. Voilà. C'est une notion de quelle valeur j'accorde à l'autre. Et là, vous êtes suffisamment en distance parce que vous vous sentez bien, mais vous considérez aussi l'autre comme ayant de la valeur, donc vous n'avez plus besoin de vous comparer, vous n'êtes pas en dessous, vous n'êtes pas en dévalorisation, vous n'êtes pas en supériorité. Alors pour ça, pour arriver à cet équilibre-là, il y a 3 étapes, il y en a d'autres, mais 3 étapes un peu socles pour arriver à ça. La première, c'est de comprendre que le jugement de l'autre ne me définit pas en tant que personne. Je peux me tromper, je peux faire des erreurs, et le jugement sur mes erreurs, ça ne remet pas en cause toute ma valeur profonde, mais juste les actions que j'ai menées. C'est pas parce qu'une fois je me suis pas très bien comportée, j'ai pas été cool, j'étais un peu lâche, ça fait pas de moi un vrai méchant, quelqu'un de méchant ou quelqu'un d'un peu couard, quoi, d'un peu pas très assumé. C'est juste un jugement sur une action à un instant T. Ça remet pas tout en cause. Quand je fais un projet et que sur une des actions que j'ai menées, mon manager me fait un retour et me dit que ce n'était pas terrible, ça ne remet pas en cause tout le projet et certainement pas qui je suis comme quelqu'un de compétent. Voilà. C'est juste, à un moment donné, ça peut être une erreur. Moi, je suis de celles qui disent qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Mais ça peut être quelque chose qui ne correspond pas à un moment. Mais c'est une action, ça ne me remet pas en question mon moi profond.
Et puis le deuxième axe par rapport au jugement de l'autre, c'est de se rappeler aussi que le jugement, c'est peut-être une projection de l'autre sur moi. Lorsqu'on me juge, ce que je dois surtout entendre, c'est que l'autre cherche à se rassurer sur sa propre valeur. Je vous ai parlé de ça dans les épisodes du début, où je disais qu'en fait, quand on juge quelque chose chez l'autre, quand on regarde quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est d'aller regarder en soi la partie d'ombre, la partie chez soi que l'on réfute, ou peut-être la partie chez l'autre que l'on envie. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui permet de bien sûr d'écouter cette voix de l'autre, mais de la mettre à la bonne distance, parce que c'est aidant, parce que la voix de l'autre, c'est cette même voix qui nous susurre intérieurement les douces critiques sur nous-mêmes, en fait. T'es pas assez ceci, t'es nul ou quoi, t'y arriveras jamais, t'aurais dû faire ci comme ça. Ben voilà, je te l'avais dit. Voilà. Et qui arrive sur des trucs de culpabilité, d'autoflagellation limitante. Deuxième clé, accueillir les émotions. Accueillir les émotions, parce que ce jugement des autres sur moi va générer des émotions négatives, comme la honte, la culpabilité, la peur du ridicule. Ça va générer des émotions négatives, parce que je vais derrière ça se cache une culpabilité de ne pas être celui ou celle que les autres attendaient, la peur de décevoir, de ne pas être aimé, d'être rejeté. Or, c'est oublier que les émotions, c'est un mouvement qui nous traverse. Ce n'est pas quelque chose qui s'installe, ça passe. C'est un mouvement, les émotions. Donc, si on les accepte comme étant passagères et qu'on les laisse circuler, elles ne s'accumulent pas et ça ne gangrène pas et la pression redescend. Troisième clé. Pour se libérer de la peur du jugement des autres, c'est de commencer par soi en fait, d'arrêter de porter des jugements sur l'autre. Ça nous arrive à tous. On voit quelqu'un et on a une idée sur lui où tout d'un coup il nous agace et on commence à voir que le négatif. Et nous aussi, on oublie que c'est un comportement à un instant T et on finit par dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il est lent, mais qu'est-ce qu'il est bête, il n'a rien compris, il comprend jamais rien. » En fait, c'est juste à un instant T sur cette situation, il n'a pas compris. Et en fait, en nous entraînant comme ça à être indulgents et à moins juger, c'est une manière de se libérer de la peur nous-mêmes d'être jugés. Pourquoi ? Parce que c'est un effet miroir en fait. C'est parce que si je pense que tout le monde critique déjà, tout le monde est comme ça, j'y participe. Et évidemment, je vais redouter d'être jugé à mon tour. Et si moi-même je suis en train de juger, je vais plus ou moins consciemment penser que c'est un peu un mode de fonctionnement normal que tout le monde a en fait. Alors que si au contraire je cherche à comprendre l'autre avant de le juger, je vais me rendre compte que déjà il existe des personnes qui sont aussi comme ça, donc c'est pas tout le monde qui juge. Et puis deux, ça permet aussi de mieux connaître l'autre, parce qu'on ne connaît jamais vraiment une personne avant d'avoir essayé de comprendre son histoire, le pourquoi de ses actions, ce qui se cache, les causes qui les poussent à agir de telle ou telle façon. Et c'est une façon aussi pour vous de vous entraîner au non-jugement. C'est comme un muscle, l'empathie, comprendre. Et si j'ai de l'empathie pour les autres, j'en aurai pour moi-même. Ça rejoint cette histoire d'amour inconditionnel. Et dans l'équilibre que je vais avoir, dans ce plus où je me sens alignée et où je ne juge pas l'autre, il y a aussi la question de m'accepter, même dans mes apprentissages, dans mes erreurs de perception. Et c'est une manière de relâcher la pression. Voilà, donc pour résumer, ces trois clés. La première, c'est vraiment le jugement de l'autre ne me définit pas en tant que personne. C'est un jugement sur une situation, un comportement à un instant T. Ça ne remet pas en cause toute ma valeur, la belle personne que je suis. La deuxième clé, c'est d'accueillir ces émotions. Les émotions, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Les émotions, elles sont là comme des indicateurs,
comme sur un tableau de bord, un voyant qui s'allume pour dire il se passe quelque chose, et que ce qui est intéressant, c'est de les laisser circuler comme une énergie en mouvement pour baisser la pression. Troisième étape, entraînez votre muscle du non-jugement pour mieux comprendre les autres et mieux vous accueillir vous-même. Alors je vous laisserai avec cette question. Qu'allez-vous tenter dès demain? Qu'allez-vous changer? Qu'allez-vous mettre en place avec votre entourage? Au regard de ces positions de vie, de ces 3 clés, qu'allez-vous changer? Si le cœur vous en dit, je vous invite à venir nous le partager dans le groupe Facebook Ose ta différence, nous raconter ces premiers pas, ce que vous avez changé, ce que ça a généré, ce que ça a fait de différent, partager une question. Et je vous répondrai. D'abord, vous serez bien accueillis, avec beaucoup de bienveillance. Il y a un groupe hyper bienveillant. Vous pourrez venir déposer ce qui vous préoccupe, ou ces avancées, vos réussites, parce que c'est très chouette aussi de partager les réussites ensemble, et ça montre que c'est possible, et ça inspire les autres. Et puis si tu as une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu n'es pas encore inscrit dans ce groupe, eh bien viens, je rappelle le nom du groupe, Facebook Ose ta différence, et je me ferai un plaisir de t'y accueillir. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à lundi prochain.